That number is in working order? Oh, no, 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 that's impossible. It's impossible. You must have dialed the wrong number. No, he's definitely there. Could you please just recheck that number for me? Because this is a real emergency. Why not? Look, look. Look, you don't seem to understand. This is a real emergency. This is a real emergency. I mean, he is definitely there. He is waiting for my call right now. He is sitting there and waiting for my call. This is very important. Operator, I am begging you. This is a real emergency. What's the matter with you? Bienvenue dans Bizarroïde. Dans cet épisode, je reçois Aurélien Zimmermann, programmateur pour la plateforme SVOD Shadows, indispensable pour les amateurs de cinéma d'horreur, à la recherche de classiques incontournables, de perles rares et de nouvelles pépites chinées aux quatre coins du globe. Et si vous n'êtes pas d'humeur pour une série B popcorn des années 80 ou un conte gothique de la Hammer Films, Shadows élargit son offre dans le cinéma de genre, du giallo halluciné jusqu'à la science-fiction hallucinante. Une programmation éclectique qui m'a convaincu d'inviter Aurélien à nous faire découvrir ou redécouvrir 3 films fascinants, étranges, inclassables, bizarroïdes. Maddie treated Todd like a child, as if no time had passed since the evening of the murder. Their initial tension was predictable in light of Todd's breakthrough. The trauma of watching his twin commit murder had made Todd catatonic. In that state, he couldn't fight what he now sees as punishment for a crime he did not commit. Maddie persisted in defending Terry and espousing her notion of one big happy family, without realizing that such ideas had ceased to have any meaning for Todd. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Alors, pour ce podcast, t'as choisi 3 films, 2 films américains et un film australien, par lesquels on va se pencher sur différents genres et sous-genres du cinéma. On va faire un détour du côté du slasher, de la folk horror, du survival. On va aussi s'intéresser à la forme du found footage. Je te propose qu'on commence par le doyen de la sélection, par Blood Rage, réalisé par John Grissmer et sorti en salle en 1987. Est-ce que tu arriverais à risquer un pitch de Blood Rage? Bien sûr, Blood Rage, ça raconte l'histoire de Todd et Terry, qui sont deux frères jumeaux, et on les découvre dans une scène d'introduction enfant, autour de, je dirais, 9-10 ans, dans un drive-in, donc pendant que leurs parents sont des petits bécots dans la voiture, ils vont vadrouiller. Et en fait, voilà, il y a un des deux frères qui va tuer quelqu'un, une personne dans le drive-in, et qui va accuser son frère jumeau de l'avoir fait. Et donc, cet enfant accusé va se retrouver à partir en institution psychiatrique. Et puis le film, après, la majorité du film se passe donc quand ils sont adultes. Lors de Thanksgiving d'ailleurs, où le frère internalisé va s'échapper et une tuerie va commencer. Alors est-ce que c'est lui? Est-ce que parce qu'il a tourné la carte? Est-ce que c'est son frère? Alors en plus j'ai zappé qui est Todd, qui est Terry, donc c'est pas évident à le dire. Mais voilà, et en fait, petit à petit, ça prend la forme du slasher parce qu'on va être dans une espèce de camp, de forêt avec plusieurs maisons, et des amis, des voisins et tout. Il va y avoir plusieurs meurtres. Et donc, pendant un moment, on va se demander lequel des deux frères fait ça. Et assez vite, on va découvrir le poteau rose. Et puis voilà, donc on est dans la pure tradition slasher années 80, comme il y en a eu à la chaîne après les succès de Halloween, Vendredi 13 et compagnie. Mais celui-là fait partie, pour moi, parmi les meilleurs en tout cas dans le côté vraiment exploitation, qui ne cherche à aucun moment à réinventer la roue, mais qui a plein de choses très très intéressantes. Moi, globalement, je suis un énorme fan de slasher. C'est vraiment un sous-genre qui me fait énormément triper. Donc même le slasher un peu basique où t'as juste quelques morts un peu gore, un peu inventif, ça peut tout à fait faire le taf pour moi et je passe un bon moment. Là, on est quand même quelques stades au-dessus parce que je trouve que le film a pas mal d'originalité sur plusieurs points. Bah oui, alors c'est intéressant
intéressant de partir du slasher, du partir du genre du slasher et de la formule du slasher pour parler du film parce que clairement quand tu fais le résumé, déjà je pense que déjà les auditeurs percutent quelques éléments classiques du slasher et j'ai même envie de dire quelques éléments directement repris d'Halloween, hein, c'est-à-dire le maniaque, le supposé tueur complètement fou, complètement inhumain qui s'échappe de son institut psychiatrique. On Ouais. pense tout de suite à Halloween de John Carpenter qui est sorti en 78, donc presque 10 ans plus tôt. Là, on part vraiment du même canevas en fait, hein, avec la scène primitive, comme on dit, la scène, le trauma de départ Ouais. d'enfance au début du film. Et 13 ans, c'est cool, je sais plus combien de temps c'est cool, mais on le retrouve. Oui, ils sont à la fin de l'adolescence, je pense que c'est souvent... alors je sais pas pourquoi dans les slashers, tout le monde a toujours 17, 18 ans, c'est Oui, toujours le alors passage à que l'âge... les acteurs ont clairement la trentaine, c'est Ouais, vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai dit âge adulte. En fait, effectivement, ils Ouais, sont censés être un peu adolescents, mais tu vois très bien que c'est des acteurs ouais. de 30-35 balais, quoi. Ouais, ou étudiant, parce qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui leur reproche de faire je sais plus quoi, il dit non, Ouais. on est majeur, en tout cas ils viennent Oui, de ils sont passer à la la fac, je majorité. pense. Ouais, ouais. Ouais, ça doit être ça. Et puis Thanksgiving, donc là on prend une autre fête dans le Ouais. calendrier américain, c'est pas Halloween, c'est Thanksgiving. Fête d'ailleurs assez peu représentée dans le slasher. Bon, il y a eu bien sûr le Thanksgiving de Eli Roth dernièrement. Il y en a eu quelques autres, mais pas tant que ça. Et je me demande si c'est pas un des premiers à être allé sur cette fête pour un slasher. Ouais, c'est marrant parce que le slasher veut à tout prix massacrer toutes les fêtes du Bien calendrier, la sûr. fête des mères, Noël le 1er aussi beaucoup. avril, Ouais. Bah d'ailleurs Noël. la jeunesse du slasher, enfin un des films vraiment pivot qui est Ouais. Black Christmas, c'était à Noël quoi. Ouais. Et là, c'est pas inintéressant d'ailleurs que ça se passe à Thanksgiving parce que il y a ce côté cellule familiale, donc c'est Ouais. pas du tout, c'est pas simplement un élément comme ça qui reprend bêtement une formule sans vraiment comprendre ce qu'elle fait. Je pense, assez conscient parce qu'il y a le côté recréer une cellule familiale avec la mère qui a trouvé un nouveau partenaire dans sa vie, avec le frère qui va retrouver la famille dont il a été séparé pendant des années. Donc je pense qu'il y a le côté image d'Épinal de la belle famille américaine heureuse autour de la dinde qui est effectivement égratignée dans ce film. Je Oui, sais et pas puis en plus, pourquoi. c'est toujours le prétexte à réunir beaucoup de personnages, donc beaucoup de meurtres potentiels à un lieu réduit, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, c'est vraiment un pur slasher parce que il y a des meurtres à l'arme blanche, c'est dans les bois, des meurtres très graphiques, et il y a, voilà, comme dans ce cinéma d'exploitation de ces années-là, voilà, il y a pas mal de topless, voilà, il y a un peu du cul un peu gratuit, du sang un peu gratuit, mais il y a aussi pas mal d'éléments assez innovants, on va dire, ou plus poussés que la moyenne, pas forcément innovants, mais plus poussés que la moyenne dans ce genre de production. C'est-à-dire l'aspect psychologique, notamment, des personnages, et notamment des deux frères et de la mère, qui est assez incroyable. La mère qui est jouée d'ailleurs par une grande actrice, Louise Lasser. C'était C'était la un peu première le... compagne de Woody Allen dans ses tout premiers films, avant Mia Farrow, avant C'est Diane ça, ouais, Keaton. ouais. Voilà, c'était la première muse, on va dire, de Woody Allen dans les toutes premières comédies de Woody Allen, fin 60, début 70. Tout à fait, et elle joue cette mère un peu désemparée par les événements, qui est vraiment un personnage très central, très important, et qui va participer à un petit twist final que moi je trouve vraiment très sympa, qui n'est pas celui auquel on s'attend. Vu que c'est des films pas connus, je trouve ça peut-être mieux de pas spoiler. Oui, on va peut-être pas spoiler complètement, on va essayer d'en parler de manière un peu détournée Ouais, de ce qui se mais passe à la fin sachez du que film. le final est assez incroyable, pas parce qu'il est spécialement gore ou quoi que ce soit, mais parce que justement, il y a un petit twist psychologique qui parle des personnages, et notamment du personnage de la mère, qui est assez terrifiant, qui moi, même la première fois que j'ai vu, m'a fait vraiment un effet où, ok, pendant 1 heure et demie, j'étais devant une petite série B sympathique, assez inventive et très plaisante, et là, je suis ok, le film il me propose autre chose et se finit sur une note où vraiment ça va me rester, ça me marque, quoi. Et puis, on n'a pas parlé trop du réal, mais ça aussi c'est intéressant parce que c'est pas un réal qui a fait beaucoup de films, il en a fait deux en fait, deux longs métrages. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux longs métrages ont tous les deux une des thématiques qui est le double, cette espèce de personnage en reflet comme ça. Et son premier film qui s'appelle Scalpel, en anglais False Face, qui a été fait en 77, ça parlait aussi il y avait aussi cette thématique du double. Là, on était plus dans un thriller psychologique que vraiment dans de l'horreur, mais l'histoire elle est assez perverse aussi. C'est-à-dire que c'est un riche chirurgien à succès, chirurgien esthétique. Sa fille a disparu sans laisser de traces. À un moment, il a une patiente qui est accidentée de la route, qui est complètement défigurée, et il décide de recréer le visage de sa fille sur cette patiente, et après de l'héberger chez lui, et puis de la transformer en quelque Ouais. sorte en sa fille qu'il a perdue. Mais ce personnage de chirurgien est absolument néfaste et pervers, et on va voir que dans le film, il y a vraiment des trucs qui mettent très mal à l'aise, notamment sexuels. Il y a cette thématique du double comme ça qui était déjà là, et c'est un film très cool aussi.
scalpel et ça fait du coup ça fait chier qu'il ait rien fait de plus après le mec. Il y a assez peu d'infos sur lui en fait en ligne. On sait pas trop pourquoi il a arrêté de ciné, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, les deux films qu'il a réalisés sont très intéressants. Bah, c'est intéressant donc pour parler de la figure du double dans le film qui est vraiment une thématique récurrente dans le cinéma d'exploitation, dans le cinéma qui va presque basculer dans le fantastique parce que d'abord la jumélité, les physiques identiques de deux frères, c'est toujours quelque chose de troublant qui peut vraiment amener des questions psychologiques, parapsychologiques et donc presque paranormales d'une certaine façon. Là, ce qui est intéressant justement pour en revenir à Halloween, qui est à mon avis un canevas de départ qu'il utilise pour mieux le déconstruire, pour mieux en fait faire une variation sur le même thème, j'ai envie de dire, au-delà de simplement copier une formule commerciale pour simplement faire bêtement de la thune, quoi. Comme tu dis, je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il arrive à en faire psychologiquement. Je pense qu'il se pose les bonnes questions quand il essaie de reprendre des archétypes et des motifs, des clichés du genre. Et là, on a presque l'impression que l'exercice de style du film, c'est et si Michael Myers de Halloween n'avait pas été seul, s'ils avaient été deux d'une certaine façon. C'est-à-dire si Michael Myers avait pu se dédoubler en deux personnes. Tu vois, Michael Myers, c'est vraiment une forme, c'est The Shape, hein, comme le surnommait John Carpenter ou Nick Castle peut-être. Bah, après, ça s'est répandu de toute façon et on l'a Voilà. appelé comme ça, Et ouais. c'est vraiment une figure de l'abstraction du mal, d'une certaine Exact. façon. Et si Michael Myers, il peut se permettre d'être cette forme-là, c'est parce que, d'une certaine façon, on a complètement débranché sa psychologie, tu vois. On ne questionne jamais, on ne parle pas avec Michael Myers. D'ailleurs, Michael Myers ne parle pas, est un personnage muet, est un personnage muet, est un personnage au regard vide. Donc, il ne regarde pas le monde comme nous le regardons, nous autres humains, presque d'une certaine façon. Et il ne se regarde pas lui-même, d'ailleurs, hein. Il y a tout ce jeu, d'ailleurs, dans Halloween sur les moments où Mike Myers va croiser un miroir et généralement il a son masque quand il croise un miroir. Je ne sais pas si Michael Myers supporte son reflet d'ailleurs. C'est intéressant de voir si dans les films on a cette question à son rapport à lui-même d'une certaine façon. Et là ce qui est intéressant c'est qu'avec un double, Todd et Terry, Oui. alors certes il y en a un qui va nous apparaître comme le gentil, comme le faux coupable, la victime d'une injustice Oui. et l'autre qui va nous apparaître comme le personnage démoniaque. Mais comme tu dis, les choses vont nous paraître moins simples que ça au cours du récit. Et parfois, à certains moments, on a du mal à s'y retrouver. Et sur l'identité propre de chaque individu, l'individualité, elle est vraiment remise en question, comme si on avait un individu qui s'était dédoublé, comme si on avait une conscience, les consciences, la psyché de deux frères jumeaux, surtout les deux frères jumeaux, donc deux enfants du même âge qui ont grandi ensemble, ont parfois un rapport assez fusionnel. On peut imaginer que ces deux jumeaux sont dans leur enfance assez fusionnels. D'ailleurs, l'un commet un meurtre et l'autre reste là impassible face à son frère et il en portera la culpabilité de manière totalement involontaire, totalement inconsciente. C'est pas dit vraiment, tu vois. Si les rôles Non. ne sont pas répartis, En tu vois. fait, moi, justement, j'aime bien que le film explique pas pourquoi il y a un des deux frères qui est complètement psychopathe et sadique et sociopathe, et alors que l'autre a l'air assez humain, assez sain, mais du coup, il subit tout ça à cause de son frère. Mais voilà, contrairement à Michael Myers, le tueur, donc un des deux frères, n'est pas masqué. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est pas du tout un whodunit, c'est qu'on sait très vite qui est le tueur et on le voit évoluer avec les gens, on voit comment il manipule tout le monde. Et donc ça, on n'est pas du tout sur un slasher où le tueur, je trouve, est iconisé. C'est-à-dire que Non. même assez vite, il est rendu détestable et il n'y a pas du tout ce côté où les slashers, les boogeyman dans les slashers, ont un côté souvent un peu iconique où on est content de les retrouver. Il y a un côté anti-héros avec une certaine prestance, une certaine carrure. Là, c'est pas le cas. Là, le mec, c'est vraiment une sous-merde que tu as envie d'étrangler. Et du coup, l'intérêt du film, il vient, est-ce que son frère va arriver à se défaire de ses griffes? Est-ce que justice va être rendue? Et puis, quand est-ce que vient le prochain meurtre bien saignant? Donc voilà, le film est intéressant là-dessus. C'était très intéressant ce que tu disais. Je rappellerai quand même que ça reste vraiment une série B, parfois assez bas du plafond, mais c'est ce mélange qui est intéressant, c'est qu'il y a sur certains persos et sur les deux frères une psychologie qui est assez intéressante, qui est assez poussée. Sur les autres persos, c'est très basique. Niveau montage, c'est pas toujours ça. La musique est un peu énervante par moments, un peu redondante. Je te Ouais, coupe sur la musique. C'est étrange parce que la musique, elle commence de manière très classique. ouais. Tu vois, il y a un côté film d'horreur classique avec du piano, des envolées comme ça émotionnelles quand la mère apprend que son fils s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Et la musique va muter d'une certaine façon vers la musique de slasher typique des années C'est 80 vrai. Ouais, avec des ouais, assez synthés basique, ouais. très très carpenteriens justement. Hmm. C'est assez étrange. Au début du film, je me dis putain, mais la musique, elle va pas du tout avec 1987, avec ce que je viens de voir. Et ça va arriver en cours de route en fait, bizarrement. À la fin, la musique est plus du tout la même qu'au début.
début. Ouais, c'est vrai. Et puis je trouve qu'il y a ce découpage aussi un peu hasardeux sur toute la dernière partie. T'as l'impression que vraiment le tueur, il arrive à être partout quand il veut, quoi, qu'il se téléporte. Mais sans le côté, c'est un peu le cas de Michael Myers, mais il a cette aura maléfique, un personnage que psychologiquement tu peux pas appréhender, Michael Myers, parce que justement c'est une sorte d'abstraction, d'incarnation du mal absolu qui n'est pas psychologisé vraiment. Alors que là, du coup, ça donne un côté un peu absurde, un peu rigolo de mais c'est pas possible comment il fait pour se retrouver à ces endroits-là. Mais ça fait partie en fait du charme du film, ce mélange de nouvelles idées, de vouloir faire un truc psychologiquement assez pervers, assez tordu, assez poussé, et à la fois de la pure exploitation assez basique, avec des meurtres assez inventifs par moments, assez saignants, des dialogues des fois un peu à rallonge, des personnages secondaires un peu chair à canon, pas intéressants. En fait, c'est marrant parce que c'est un film sur la dualité, sur le double, et le film en son sein a cette dualité-là, je trouve, de thriller psychologique pervers, assez bien écrit, et film d'exploitation, voilà, assez basique. Je dis pas ça en mal parce que moi j'adore ce cinéma-là, mais voilà, c'est intéressant de le relever qu'au sein du film même, il y a cette dualité aussi, quoi. En fait, oui, la force du film, elle est sur ses idées conceptuelles, en fait. On a l'impression que John Grissmer est assez bon pour conceptualiser ce qu'il va faire. Et comme je te dis, moi, je trouve qu'on comprend ce qu'il essaie de faire, justement. L'idée d'avoir un personnage, comme tu dis, qui n'a pas de masque. Donc, il a un regard, il a un visage, ils ont chacun une identité civile. L'un des deux a une vie sociale assez remplie, voilà, comme un garçon de son âge, de manière assez normale en surface, alors que c'est un véritable pervers dissimulé, quoi. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que à la fin du film, on attend le moment où ces deux frères vont se retrouver dans la même pièce, parce il va y avoir la confrontation d'un tueur et de son reflet, comme si on avait la même identité qui partait dans deux possibilités parallèles, le bien, le mal, la remise en question, et puis le jusqu'au boutisme de l'acte meurtrier. Enfin, voilà, il y a ce truc qui est assez intéressant avec ces personnages qui peuvent se regarder, qui peuvent échanger un regard, ce que Michael Myers n'a pas. Michael Myers, on sent qu'il n'a pas de surmoi. Et d'une certaine façon, est-ce que Terry n'est pas rattrapé par son surmoi, qui est son frère qui sort de l'hôpital psychiatrique, et ce surmoi a son visage, tu vois, c'est comme un peu la figure du doppelganger, ou la figure de, tu sais, les personnages qui ont, dans les cartoons, tu sais, tu as ton double avec un petit costume d'ange et un autre avec un petit costume de diablotin sur ton épaule, et c'est un petit peu la même chose qui se passe à l'écran d'une certaine façon, et ça, du point de vue conceptuel, on le comprend très bien. Après, dans l'exécution, je suis d'accord avec toi. Il s'agit après d'avoir des bons comédiens, ce qu'il a pas forcément sous la main. Oui, Euh, voilà, bah, comme on a dit, il y a Louise dans le rôle de la mère. Je dis Louise comme si je la connaissais, mais Louise Lesser. Et après, il y a Mark Soper dans le double rôle du coup des deux frères, qui est pas mal, je trouve. qui On est sent qu'ils intéressant. s'amusent en tout cas. Puis la mise en scène est plutôt inventive lorsqu'il s'agit de les réunir à l'écran, sans que ce soit, voilà, avec des doublures, avec on va rarement les voir sur le même plan, voire pas du tout, ou alors avec une amorce et tout. Forcément, budget très limité hein, du film. Mais voilà, moi j'aime bien Mark Soper dans le rôle. C'est pas un acteur très connu, hein, il a pas fait grand-chose d'autre. Il a fait quelques trucs, mais il a fait surtout des petits seconds rôles par-ci par-là. Mais voilà, là-dedans, ouais, là-dedans, il est bien. Quand tu m'as dit le principe, trois films, je dis bah il faut forcément qu'il y ait un slasher, il faut forcément qu'il y ait un fun footage, parce que c'est deux sous-genres de l'horreur que moi j'affectionne particulièrement et qui me passionnent. Et celui-là m'avait pas mal marqué à l'époque quand je l'avais vu, donc je l'ai revu pour le podcast avec grand plaisir. Je l'avais découvert, je crois, grâce à Arrow, qu'il avait sorti en Blu-ray. Mais voilà, c'est inédit en France, hein, c'est jamais sorti, et j'espère qu'on l'aura peut-être un jour sur Shadows. Et puis comme tu le disais à propos du film, il a aussi une qualité, son décor. C'est intéressant parce qu'il y a à la fois un complexe immobilier avec du voisinage, avec les flics qui patrouillent, et en même temps, on sent qu'il y a un côté boisé, pas loin, il y a de la Volé, nature ouais. autour. Donc Hmm. il a trouvé le bon lieu pour pouvoir à la fois faire des séquences dans des appartements avec des personnages qui tiennent leur combiné de téléphone avec un air paniqué, et des filles qui courent dans la nuit au clair de lune entre les arbres, quoi. Et Et puis puis, j'ai peut-être pas assez dit, mais il y a quelques meurtres qui sont vraiment mortels. On va pas les spoiler ici, mais voilà, c'est assez gore. Les effets spéciaux sont plutôt réussis. Et il y a quelques meurtres qui marquent vraiment et qui sont très drôles. Et puis pour terminer avec la mère, le personnage de la mère qui est joué par Louise Lesser, c'est vrai que c'est intéressant aussi, donc je disais de Michael Myers, que ce film lui donne un surmoi, il lui donne aussi une mère, lui donne aussi une origine familiale, et c'est intéressant parce que dans le slasher, on a tendance souvent à jouer sur les tensions, la pulsion de mort et la pulsion d'amour, Eros et Thanatos, et le rapport
rapport aussi entre la pulsion, oui, criminelle et sexuelle, avec toujours cette question qui revient souvent de la Vierge qui s'en sort alors que les autres filles qui ont osé commettre le péché de chair, bien sûr je dis ça entre guillemets les gars, hein, mais sont toutes éliminées par le tueur, quoi. Là c'est intéressant parce que on va retrouver ça parce qu'on a aussi des adolescentes, des jeunes femmes qui batifolent avec leurs petits copains, mais il y a beaucoup de choses autour de la sexualité de la mère qui déplacent un petit peu le code du genre, qui est intéressant. C'est-à-dire que le premier meurtre survient quand elle est en train d'embrasser, et elle s'annonce le prémisse d'une relation sexuelle dans une voiture, dans le drive-in. C'est à ce moment-là que c'est qu'elle ne fait pas attention et que le premier drame va avoir lieu dans sa vie, quoi. Et il y a tout ça qui continue dans le film, en fait, même un rapport incestuel avec Terry, en fait, hein. Et puis on la voit souvent dénudée, on la voit souvent, son fils qui la ramène dans sa chambre, sa volonté d'essayer de construire une nouvelle famille avec un nouveau compagnon. On sent qu'il y a cette jalousie que ressent Terry, cette possessivité pour sa mère, voilà. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir toute la charge sexuelle et pulsionnelle du film qui n'est pas portée par des adolescentes de 17 ans, des jeunes femmes de 18-20 ans, mais par une femme qui a, je sais pas, une quarantaine d'années, 45 ans à l'écran, quoi. Ça aussi, ça change la donne et c'est assez intéressant. Et ça parle aussi de quelque chose d'oedipien, en fait, de quelque chose de presque incestuel. Oui, et puis c'est intéressant de voir comment elle gère l'évasion de son fils et elle passe beaucoup de temps du film à paniquer au téléphone. C'est assez rigolo, ça devient presque un running gag à un moment tellement elle galère à avoir quelqu'un de compétent pour l'aider. Et justement, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a un petit twist final qui repose sur la mère, sur une réaction de la mère qui finit d'ancrer le personnage dans une sorte de psychose assez terrifiante et à la fois qui nous laisse sur un frisson d'effroi qui est assez réussi, je trouve. Parce que le cinéma de genre, c'est aussi prétexte à voir parfois des portraits de personnages féminins intéressants, hein. On a souvent taxé le Bien cinéma sûr, d'exploitation de misogyne, mais je bien trouve sûr. que c'est intéressant dans ce film parce que là, je me dis, tiens, on a un portrait de femme, même si c'est un portrait complètement cabossé, un portrait d'une femme qui perd complètement pied dans son histoire. On sent qu'elle est déjà très fragile, elle a toujours ce sourire figé, elle a cette voix, une espèce de voix, la Marianne Faithfull, comme ça, très éraillée et en même temps assez mielleuse. C'est aussi ça que nous apporte parfois le cinéma de genre et qu'on a tendance à, je trouve, à oublier. Je trouve que c'est aussi parfois intéressant dans ces films-là, entre deux scènes de meurtre, de voir la terreur, la folie qui monte portée par autre chose qu'une scène de violence. Et là, même si effectivement, comme tu dis, les scènes peuvent prêter à rire parce que on sent que John Grisham ne sait pas vraiment comment occuper le terrain entre deux meurtres et donc il dit bah Par moment, oui. voilà, t'es dans ta chambre et tu es au téléphone, t'arrives pas à voir la standardiste, l'officier de police. Mais en réalité, c'est aussi intéressant de voir cette femme qui est en train de se décomposer, ce personnage qui est en Hmm, train complètement de se décomposer. Je crois qu'à un moment, elle fait une espèce de crise de boulimie devant son frigo et tout. hmm. Et on pourrait penser que c'est juste, ça permet juste de meubler. Ben, ça donne aussi une existence à ce personnage et ça exprime aussi sa folie et son masque social qui s'effondre complètement parce qu'elle arrive plus du tout à tenir cette famille, voilà, qui est en train de se disloquer, quoi. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Oui, oui, on sent que c'est clairement le personnage qui intéresse le plus le réalisateur, je pense. Je Voilà. pense, ouais. Okay, 8.9 miles out on rural Route 2, and the dream house has emerged. If we can see it, there it is. 17 wooded acres. There will be no more crowds, no more noise, no more drunken screams from my neighbor's windows. Actually, there won't be much of anything. Alors on va passer à Leaving DC, qui est un film sorti en 2012. Sorti, on va voir, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, en tout cas pour le territoire français. Réalisé par Josh Chris, qui joue aussi le rôle principal, hein, le rôle central du film. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de Leaving DC? Tout à fait. Alors, on va suivre l'histoire d'un homme d'une grosse quarantaine d'années qui s'appelle Mark, qui décide de déménager, de partir de la ville, donc Washington DC, d'où le titre Leaving DC. Voilà, donc il part de Washington pour s'installer dans les bois, une maison à la campagne,
assez isolé, même très isolé dans les bois parce que voilà, il veut quitter un peu le boucan de la ville. Et on va suivre en fait son emménagement dans cette maison via un journal de bord vidéo que Marc va filmer, va documenter tout seul. Donc c'est un film en found footage. Et donc au fur et à mesure qu'il s'installe dans cette maison, qu'il prend ses marques, on va découvrir un peu le terrain environnant avec lui. Et puis on va découvrir que surtout la nuit, il a l'air de se passer des choses assez étranges dans les bois et qui va commencer à mener l'enquête. Notamment, il entend des bruits pas rassurants et donc il va commencer à documenter tout ça. Et on va suivre cette histoire de mec, est-ce que c'est quelqu'un qui perd pied? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de paranormal? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui fait une blague? Donc voilà, on se pose plein de questions. C'est un film assez passionnant, moi, que j'aime beaucoup. Comme je disais, moi, je suis un grand fan du found footage. Alors, pour resituer, c'est vraiment ces films, Projet Blair Witch, Paranormal Activity, Rec, tout ça, donc où la caméra est intradigétique, où la caméra fait partie de l'intrigue et est tenue par un personnage. Et donc, c'est un sous-genre, des fois un peu fourre-tout, des fois un peu cache-misère, qui a donné lieu à plein de films pas bien, mais notamment quand voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des films qui marchaient et qui coûtaient 10 000 $, voilà, avec Projet Blair Witch, puis Paranormal Activity, qui ont lancé, alors surtout Paranormal Activity, qui ont lancé des vagues comme ça de fun footage, où il y a eu plein de merde, mais où il y a eu aussi plein de trucs cool quand on sait un peu fouiller et quand on se donne la peine de fouiller ce genre-là. Il y a vraiment, et encore aujourd'hui, et tout au fil des ans, en fait, de hier aujourd'hui, il y a toujours eu des films de fun footage qui sont hyper inventifs, qui sont hyper cool. Et moi, c'est un genre que j'adore parce que justement, avec trois fois rien, et là, je vais parler après un peu du contexte de réalisation du film, mais vraiment, avec trois bouts de ficelle, tu peux réussir à faire un truc qui te file les miquettes si t'es sensible à ce genre-là et si tu rentres dans l'histoire parce que c'est suffisamment bien fait. Puis après, c'est les sensibilités de chacun. Mais moi, Living DC, c'est un film, quand je l'ai vu la première fois, seul chez moi dans le noir, j'ai eu très peur. Et pour quelqu'un comme moi qui regarde énormément de films d'horreur et qui a pas facilement peur, on va dire, et c'est pas d'ailleurs forcément ce que je recherche absolument dans un film d'horreur, bien sûr, mais là, en l'occurrence, ça a marché à fond sur moi et je me suis fait la réflexion en finissant le film. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas flippé comme ça devant un film et je pourrais développer pourquoi après, je te laisse un peu parler, mais c'est pour ça que c'est un film que j'ai choisi, qui m'a marqué et surtout que j'ai eu la fierté, moi, d'apporter en France via Shadows parce qu'il était jusque-là totalement inédit en France. Il était sorti juste aux États-Unis sur Amazon Prime et passé en quelques festivals outre-Atlantique, mais voilà, en France, c'était personne ne connaissait ce truc et donc on l'a sorti sur la plateforme il y a 2 ans, il me semble maintenant, et ça a beaucoup divisé, mais ça a plu à beaucoup de gens aussi et je suis content d'avoir pu faire découvrir à mon humble échelle, l'humble échelle de Shadows, ce film qui était jusqu'alors inédit. Ouais, parce que c'est vrai que c'est l'intérêt de Shadows aussi. La plateforme, c'est qu'elle permet aussi, elle a aussi des exclusivités, on va dire, hein. Il y a des films que tu distribues de manière exclusive, hein. Je pense qu'ils ne sont pas sortis ailleurs dans d'autres Exact. circuits quand ils sortent sur Shadows. Au moment où on enregistre ce podcast, Jenny Penn arrive sur Shadows, The Rule of Jenny Penn, Ouais, que j'invite les spectateurs à voir, qui est très intéressant avec John Lithgow et Geoffrey Rush, un gériatrique horror. Voilà, c'est donc ça, encore un autre genre. exactement. Voilà, donc quand vous entendrez le podcast, le film sera disponible sur Shadows et il y a d'autres exclusivités comme ça qui sont assez intéressantes et Effectivement, résolues. en fait, excuse-moi, je te coupe. On sort, pour préciser, on sort tous les mois, on sort 2 exclusivités par mois. En fait, on sort des films tous les vendredis, des nouveautés tous les vendredis, et chaque dernier vendredi du mois, c'est toujours 2 exclusivités. Donc, c'est des films inédits, récents, qu'on n'a pas produits, hein, parce qu'on fait pas de production, on est diffuseur et distributeur. Mais voilà, c'est des films souvent, voilà, dont on fait les sous-titres, dont on gère la sortie française sur Shadows, et parfois ailleurs, parce qu'on exploite les films différemment aussi après dans un second temps. Mais voilà, des films qu'on a vus en festival, qu'on a vus via des screeners par des endroits, qu'on fouille, qu'on cherche, et des films qui souvent n'auraient pas eu forcément d'autres fenêtres de diffusion si on n'avait pas été là pour les dénicher. Dans certains cas, dans d'autres, bien sûr que on se bat peut-être avec d'autres gens pour essayer de les choper en premier, des trucs comme ça. Il y a plein de cas différents et c'est très intéressant. Mais effectivement, voilà, on a pas mal de films que vous ne trouverez pas ailleurs qui sont sur Shadows. Ouais. Voilà. Donc Living DC, fait partie de ces films-là, donc qui datent de 2012. 2012, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment le sommet de la crête du fan footage, hein. C'est vraiment dans l'après Paranormal Activity. T'as cité le film. C'est vrai que c'est assez étrange, hein, le fan footage, parce que finalement, je fais une petite aparté pour résumer un peu l'histoire du fan footage dans les grandes largeurs, mais on a eu vraiment un événement, à mon avis, qui était Cannibal Holocaust en 1980, qui a vraiment défrayé la chronique à l'époque. On a eu quelques formes comme ça dans les années 80-90, je pense les documents interdits, ça s'appelait, de Jean-Teddy Ouais, Philippe, ouais, c'est voilà, ça. sur Arte, qui avait aussi beaucoup marqué cette génération début des années 90. Et puis finalement, il a fallu attendre
2019 pour vraiment avoir un film qui de nouveau fasse sensation auprès d'un large public, projet Blair Witch, et il Oui, s'est écoulé 10 ans avant qu'on ait un nouveau phénomène du found footage qui est Paranormal Activity de Oren Peli, c'est ça le nom du réalisateur? ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et donc finalement il s'est écoulé 10 ans entre Projet Blair Witch et Paranormal Activity. Il y a eu quelques films, on a eu Cloverfield, on a eu quelques films qui étaient en found footage, mais le film qui a vraiment lancé une mode du found footage, lancé vraiment tout un circuit C'était Paranormal Activity, ouais. ouais, c'est vraiment Paranormal Activity et ça a duré, je dirais, dans la première moitié des années 2010, ça envahissait les plateformes VOD, envahissait les marchés du film, ça venait de plein de pays différents. Tu l'as expliqué, hein, parce que c'est un genre qui coûte pas forcément beaucoup d'argent. On peut le faire avec beaucoup d'argent, hein, cela dit, on peut le faire avec des millions de dollars, mais on peut le faire aussi avec quelques milliers de dollars. Ça désinhibe les ambitions des réalisateurs qui se disent, tiens, bah, je tiens peut-être quelque chose, j'ai peut-être une histoire à raconter, il me suffit de prendre ma caméra, de bien me débrouiller pour rendre un côté vraisemblable à mon histoire, pour que le public monte en tension au fur et à mesure du film, en parsemant le film de différents événements horrifiques, graduels, jusqu'à une révélation finale, ou parfois d'ailleurs ça finit un peu en eau de boudin, hein, les films fan footage très souvent. Donc voilà, c'est ce qui explique vraiment l'explosion du genre en DVD, en Blu-ray, en VOD il y a de cela une dizaine d'années. Moi j'ai regardé la petite interview que vous avez faite, enfin la petite vidéo que vous a envoyé le réalisateur Oui, j'ai eu la chance de l'interviewer, ouais. ouais, qui expliquait que bah, c'est un peu ça qui l'a motivé lui aussi, c'est de se dire, il avait une idée, lui-même en fait, ça part de quelque chose de biographique parce que lui-même a quitté la grande ville, est Voilà. devenu, comme on appelle, un néo-rural. Ça parle un peu de ça, hein, ce film, c'est un peu une histoire de néo-rural, de gens qui quittent la grande ville en idéalisant peut-être une nouvelle vie à la campagne et qui va déchanter. Et c'était son cas à lui, il a vécu pendant presque 20 ans à Washington, Oui, en Josh fait, Cliff. il raconte son histoire, ouais, ouais. Enfin, alors, il rajoute une histoire fantastique et paranormale par-dessus, bien sûr, et il pousse le truc beaucoup plus loin. Et son personnage est pas exactement comme lui, il est dans la vraie vie. Mais, en tout cas, l'idée du film lui est venue parce qu'à la base, c'est pas un mec qui fait du cinéma. D'ailleurs, c'est marrant, mais je me suis fait la réflexion. Les trois films choisis, chaque réalisateur a fait deux films, pour Ouais. l'instant, en tout cas. Parce que Josh Tree, ça fait un autre truc après, mais voilà, toujours mini budget, toujours, voilà. Et puis, aujourd'hui, je pense que il veut pas forcément continuer là-dedans. Mais en fait, il voulait avant tout raconter une histoire avec Living DC. Et en fait, lui, quand il a emménagé, d'ailleurs, c'est filmé dans sa vraie maison qu'il a achetée. Sauf que dans le film, c'est beaucoup plus isolé, en tout cas dans la narration, que ce qu'elle l'est en vrai. En vrai, il a quelques voisins pas loin et tout. Mais voilà. Et en fait, quand il a emménagé dans les bois, lui qui était habitué à la ville, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de bruits qu'il connaissait pas, notamment la nuit. Ça l'a fait assez flipper au début. Et ça lui a donné l'idée, en fait, du pitch de départ de Living DC. Et il s'est dit, tiens, je vais raconter ce sentiment-là d'insécurité qui me saisit tout seul dans les bois la nuit dans ma baraque et je vais broder autour de ça. À partir de ça, je vais créer une histoire d'horreur en fait. Et c'est très malin d'avoir fait ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est un mec qui est pas cinéaste de base, qui voulait juste raconter une histoire. Il s'est dit comment la raconter la plus simplement en faisant un film, c'est bah, le procédé phone footage parce qu'effectivement, ça coûte pas cher. Je peux filmer moi-même et il joue le rôle principal, hein, comme on l'a dit. Donc c'est un film, c'est quasiment le film d'un seul homme en fait. Il y a une autre actrice qui joue dans le film, il y a un autre personnage qu'on voit à l'écran, mais c'est tout. Et on a des gens au téléphone aussi. Il a des gens au téléphone, mais voilà. Et donc ça, je trouve qu'il y a un vrai tour de force. Je sais pas combien de film a coûté, mais il a payé avec ses propres moyens. Enfin voilà, ça a rien coûté quoi. Il a fait le film tout seul chez lui, donc à partir de là, voilà. Et malgré ça, malgré toutes ces bases assez fragiles quand même, il a réussi, en tout cas pour moi, il a réussi à créer un truc qui tient la route de bout en bout, qui est ultra flippant parce que justement, tout comme le projet Blair Witch, qui est un de mes films préférés, il est dans la retenue, il est dans la suggestion beaucoup plus que la démonstration. Et du coup, ça fait travailler l'imagination. On comprend pas tout ce qui se passe, on imagine plein de trucs avec des petits indices qui nous sont donnés et des petits éléments. Je trouve ça plus crédible en fait. Ne croyant pas, moi, dans la vraie vie, étant assez cartésien, ne croyant pas aux esprits, aux fantômes et à l'au-delà, et bah de voir un film qui les traite comme ça avec retenue et en montrant quasiment rien, bah moi ça me fait flipper. Et c'est pour ça que le film marche extrêmement bien sur moi. Je sais pas si toi, je serais curieux de savoir si t'as aimé parce que c'est un film que je recommande beaucoup et en fait c'est qui tout double. Soit ça passe, ça fait son effet, soit on passe complètement à côté et on se fait chier pendant 1h10. Alors, je vais pas te dire que j'ai été terrorisé par le film.
je l'ai peut-être pas regardé aussi d'un œil, comme il faut préparer l'émission, je le décortique un peu plus. Disons qu'il y a une autre partie de ma conscience qui reste allumée. Je veux dire, je peux pas complètement entrer dans le film parce que je dois prendre quelques notes et voilà, je dois un peu l'analyser pour le podcast. Mais je l'ai trouvé très intéressant. J'ai cité les deux grandes figures tutélaires du found footage que sont Cannibal Holocaust de Rogero Deodato et Projet Blair Witch de Eduardo Sanchez, et je me Ouais. souviens jamais du nom du deuxième réalisateur. C'est Daniel Myrick. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que lui, dans la petite interview qu'il a faite pour Shadows, il assume complètement l'influence de Projet Blair Witch. Bien sûr. Ouais. Alors forcément, avec le décor autour, les bois, la composante folk horror, j'ai parlé de folk horror en introduction, c'est pour ce film qu'il y a une composante folk horror. Un petit peu, oui. Les suggestions que te fait le film, les choses que peuvent imaginer ton esprit, il y a clairement une proposition, un Bien chemin sûr. que peut prendre ton esprit Bien sûr. directement vers la folklore horror. Et Bien les sûr. bruits qu'on entend, parce que c'est un film qui repose beaucoup sur le son, sur Pour le son, l'environnement sonore. énormément. Ouais, ouais. Et alors là, c'est très très bien traité, hein. Je trouve que Oh, le son est j'adore. très très bien, techniquement c'est très bon, En c'est fait, très bien ouais, utilisé. c'est ça. Et Voilà. puis, en fait, il y a cette idée géniale de, en fait, il commence à enregistrer la nuit, donc pendant qu'il dort, enfin à moitié, parce qu'il flippe, donc il ne dort pas vraiment, mais il y a des moments où il s'endort et tout. Et en fait, juste, il met des micros dehors sur sa fenêtre pour enregistrer ce qui se passe la nuit. Et le lendemain matin, il écoute et il se met sur son logiciel de montage audio et il écoute les pistes audio. Donc, on alterne entre ces réactions où on voit, il a posé sa caméra, il se filme, puis on voit l'écran de son ordi. On découvre avec lui ce qui s'est passé la nuit pendant qu'il dormait, les sons, alors juste les sons du coup. Et en fait, on entend des trucs qui sont proprement flippants, mais pas ce qu'on s'attend à entendre forcément. Et en fait, c'est pas des sons flippants en soi. Je vais pas spoiler, donc je vais pas dire ce que c'est. Mm. Mais dans ce contexte-là, des bois dans la nuit, c'est ultra flippant. Et ça, déjà, l'idée, elle est trop bien. Et en fait, comme il y a une espèce de routine qui se met en place dans le film où plusieurs matins il fait ça et on découvre avec lui, et bah juste au bout de la deuxième, troisième fois, juste de voir le spectre audio sur son écran et de voir qu'il y a des sursauts dans le spectre audio et que la barre de lecture approche vers ces sursauts, il y a une appréhension qui se fait à un moment où, pour moi en tout cas, c'est très saisissant. Et ça, c'est une des idées de génie du film, c'est ces séquences-là. Et tout semble naturel en fait. C'est un fun footage qui est bien pensé parce que il y a jamais ce côté de ah mais là il filmerait jamais, parce qu'il y a ça c'est un vrai défaut souvent de fun footage, c'est en mode mais là Exactement. à quel moment tu filmes ce plan comme ça là alors qu'il se passe ça, t'es déjà en train de courir, t'as lâché ta caméra, voilà. Là, comme il trouve un prétexte pour que le personnage filme tout, en l'occurrence qu'il fait un journal de bord parce qu'il est dans un groupe de soutien à Washington et il doit envoyer des vidéos parce qu'il a voilà, un petit peu des soucis psychologiques, on va dire, ou sociaux. Et du coup, il doit envoyer ce journal de bord un peu à son groupe de soutien pour leur documenter son déménagement et garder un contact avec eux. Et donc ça, c'est l'idée, elle est super et elle crédibilise tout ce qui se passe après, en fait, tout le processus. Oui, alors bah justement, c'est ce dont tu parles, c'est justement là où je voulais en venir en fait quand je parlais de ce qui m'a intéressé dans le film, c'est que donc il reconnaît l'influence de Projet Blair Witch parce qu'on peut partir dans une direction qui est la folk horror, mais d'une certaine façon, je trouve que le film va davantage se rapprocher justement plutôt du versant Cannibal Holocaust et du côté en fait qui va presque toucher à ce qu'on appelle le documentaire en fait. Le travail que fait le personnage, c'est un travail journalistique, c'est un Ouais, travail de un peu, ouais. reportage, tu vois. Et donc Une enquête, c'est une justement, enquête, en fait. comme tu dis, c'est une enquête. Comme tu dis, dans le fan footage, t'as soit des personnages qui vivent une histoire avec des moments où tu vas adhérer à l'histoire, au moins tu vas décrocher un moment de la psychologie des personnages, tu dis mais là c'est complètement con le choix qu'ils ont fait, ils auraient jamais dû partir seuls dans tel coin, ils auraient jamais dû, pourquoi là ils continuent de filmer, comme tu dis. En fait, tu vas soit te poser des questions qui sont à peu près les mêmes questions que tu te poserais dans de la fiction classique, dans une forme de fiction classique sur le parcours des personnages et sur les décisions des personnages, mais c'est encore plus mis en danger par la forme du found footage. Si tu veux, le found footage leur pose encore plus de problèmes aux scénaristes. Et là, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que pourquoi le film est un found footage, bah, c'est justifié par le scénario. La forme et le scénario sont complètement en adéquation. Et pour moi, on n'est pas loin du documentaire, on n'est pas loin aussi, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que le film va soulever, va créer chez toi des émotions qui se rapprochent aussi du cinéma paranoïaque, comme les Américains savent le faire, tu vois. Mais quand je parle du cinéma paranoïaque, je parle pas forcément de références dans le found footage. Je te parle de références du cinéma paranoïaque, du thriller paranoïaque des années 70, tu vois. C'est-à-dire que ce que tu décris qui est super dans cette routine du film, le film effectivement se crée sur une séquence, c'est presque métronomique. On filme la nuit, on débriefe le jour. Alors là, pour le coup, ça ressemble à Paranormal Activity. C'est Un un, petit peu, c'est vrai. Ouais. voilà, là aussi, il y a le côté Paranormal Activity, sauf que dans Paranormal Activity, là, comme je dis, il y a à mon avis plus de faiblesse sur le scénario
scénario qui fait que tu vas moins adhérer à ce que fait le personnage. Et comme tu le dis, là, Ouais. c'est Et puis, suffisamment bien fait pour que tu comprennes pourquoi le personnage agit de cette façon. ouais. Et Paranormal Activity, je trouve les personnages insupportables. C'est un film qui a Oui. des qualités. Je trouve le premier, j'aime bien par certains aspects, mais notamment le personnage du boyfriend, je trouve qu'il vraiment, il est déjà pas cohérent et insupportable. Alors que là, je trouve qu'on s'attache un petit peu au personnage. Plus le film avance et plus on voit qu'il a aussi un côté un peu dark et un peu border. Assez vite au début, en tout cas, je suis attaché. J'ai envie de voir ce qui va lui arriver. Je suis d'accord. Et donc oui, ça convoque des émotions que tu as devant les grands moments où le cinéma va travailler ta paranoïa, où le cinéma, en fait, le cinéma réfléchit lui-même sur les images qu'il te propose et te dit, à ce moment-là, vous y croyez pas. À ce moment-là, vous avez vu ce qu'il fallait voir ou vous l'avez pas vu. À ce moment-là, vous êtes capable d'imaginer ça ou vous ne l'imaginez pas. Vous me croyez toujours, vous ne me croyez plus. Ça, je trouve que c'est toujours passionnant, tu vois. C'est typiquement Blowout de Brian De Palma, par exemple, tu vois. Et il y a de ça dans ce film-là, en fait. Dans Blowout, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un preneur de son, le personnage principal. Voilà, le film va questionner ses propres images. Qu'est-ce que mes images contiennent? Qu'est-ce que votre esprit contient? Qu'est-ce que vous projetez sur ces images-là? Comment tout ce qu'il y a autour du cinéma aussi va envahir le cinéma et comment le cinéma aussi va envahir la réalité? Il y a tout ce rapport réalité-fiction. Et bien sûr que là, on n'est pas en train de questionner l'assassinat de JFK. On n'est pas en train de questionner des rapports cachés par la CIA sur des extraterrestres ou des choses comme ça. Je dis pas qu'il y a une espèce de mythologie américaine qui va sous-tendre le film en lui-même avec une histoire d'assassinat politique, de complot du World Trade Center ou des ovnis ou le Bigfoot. Tu vois, on pourrait croiser le Bigfoot aussi dans cette qui est aussi une On a un fun obsession footage de américaine. Bigfoot sur Shadows qui s'appelle Wolf Creek, qui est cool. Ouais, ouais, voilà. Mais c'est Mais marrant ce que tu dis, ça me fait penser à un autre film qui est semi-fun footage, enfin qui est un peu documentaire, mais pas à 100%. C'est le cinéma de Justin Benson et Aaron Moorhead, et notamment Something in the Dirt, où on est aussi dans un film d'enquête de deux mecs qui vont faire un docu, qui vont mener une enquête, et où là, ils vont soulever plein de questionnements, et dans un truc vraiment plus un film conspi, enfin qui traite de conspirationniste, qui lui-même n'est pas conspi. Et en fait, là, tout ce que tu disais, ça me faisait penser à ce film-là, qui est sur Shadows aussi d'ailleurs. que j'ai vu sur Shadows qui est très Mm. très intéressant, ouais, avec ces deux personnages paumés qui trouvent un petit peu un sens à leur vie dans cette espèce d'enquête ésotérique autour de cet objet d'un objet qui flotte dans l'air, si je me rappelle bien, Ouais, d'une ouais, sorte ouais. d'objet qui a une physique étrange et il y a toute une élaboration. Alors dans Living DC, il y a pas ça qui va sous-tendre le film, hein, Non, non, c'est mais beaucoup plus linéaire, on va dire. Enfin, il y a pas mille interprétations non plus, et c'est plus une enquête, on va dire un peu factuelle, mais qui a trait au paranormal quand même, sur des faits qu'on ouais. peut pas expliquer. Et c'est beaucoup plus intimiste aussi. C'est Oui, bien aussi sûr. un problème avec lui-même, en fait. Ouais. C'est aussi la problématique de lui-même, de sa propre paranoïa, de sa propre fragilité, de ses propres problèmes avec l'environnement qu'il a autour de lui. Qu'est-ce qui le dérange vraiment? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir? Pourquoi est-ce qu'il se sent agressé? Pourquoi est-ce qu'il se sent oppressé? Pourquoi il a eu besoin de quitter la ville? Voilà, on sent qu'il y a il y a un personnage qui est très borderline, quoi. Quelqu'un qui se replie sur lui-même. C'est presque une introspection, en fait, qu'il fait via ce cas paranormal. Mais c'est très intéressant parce que les émotions que ça te procure, ça me rappelle le cinéma paranoïaque américain, ça me rappelle le cinéma pas forcément complotiste, mais le cinéma, voilà, des mecs qui partent dans un délire et qui vont jusqu'au bout de ce délire et qui perdent tout entendement, quoi. C'est très intéressant de faire un film où ce qui va te faire peur, c'est un léger relief sur une barre de lecture, Mm. c'est le débrief de photos prises par une caméra automatique où Mm. on distingue vaguement une forme en noir et blanc et quand il parle dans des explications très techniques où il dit alors si la caméra a pris cette photo elle a peut-être un problème parce qu'il essaie de rester cartésien Oui, et c'est jusqu'au ça qui est dernier génial, de c'est ses qu'on mouvements. on n'est pas avec un personnage qui croit en tout ça et qui va enquêter dans ce sens. C'est-à-dire que lui, il est ultra cartésien, il y croit pas, il va chercher toutes les autres explications possibles. Et ça, c'est super aussi parce que du coup, quand tu vois qu'il y en a plus d'autres explications possibles, et ben là, tu commences vraiment à flipper, tout comme lui, quoi. Voilà. Et donc, il est obligé d'avoir des explications très techniques sur le Ouais. matériel qu'il utilise. Et puis, à notre époque, en fait, je pense que on peut vite devenir Marc. Je crois, le personnage s'appelle Marc. Mm. On peut Ouais. vite devenir tous Marc avec tout le matériel qu'on a à disposition, tout ce qui nous envahit, toutes les images qui nous envahissent, tout ce qu'on remet en question sur la science, tout ce qu'on veut relativiser, toutes les croyances qu'on peut avoir, surtout de la part de quelqu'un qui change d'environnement. Je pense que t'as vite fait d'être seul chez toi et de parler tout seul à une caméra en faisant un journal de bord. Il arrête pas de répéter mais je vais bien, hein, I'm fine. Alors que tu te dis mais à quel moment tu vas te rendre compte que non, tu vas pas bien du tout, tu vois. C'est un peu une chronique de la solitude contemporaine aussi ce film, hein. C'est pas qu'une solitude géographique, c'est aussi un mec dont on comprend qu'il est très seul. Il a pas de famille alors qu'il a comme tu dis, il a déjà une quarantaine d'années. Il fait venir sa collègue de travail. Il commence à se profiler une histoire amoureuse mais Ouais, bon, mais tant que elle il est très maladroit, ouais. voire malaisant, problématique. Voilà. Et Ouais. donc du coup,
Joel finit par le fuir, lui reproche ça plus tard. À partir de là, qui tourne vraiment la carte après et qui Exactement. commence à être plus irascible et moins logique quoi, dans son raisonnement. Donc c'est pour ça que cette scène-là, elle est pivot, elle est intéressante aussi. Elle est super intéressante et ça, voilà, ça montre la solitude d'un personnage qui a Mm. besoin d'extérioriser ses frustrations, d'extérioriser tout ce qui le dérange dans le monde autour de lui, autour de cette histoire de bruit nocturne et de voisinage qui semble envahissant Mm. ou de phénomènes paranormaux. Quand j'avais interviewé Josh Chris, du coup, je crois de mémoire qu'il m'avait dit, je sais pas si c'est resté en interview, je l'ai pas revu, que le film avait coûté 500 $. Enfin, en fait, c'est fou. Avec vraiment aucun argent arrivé à faire ça, parce que juste l'écriture, elle est minutieuse, qu'il sait correctement filmer, il sait correctement jouer, et qu'il a bien réfléchi son truc pour faire un film qui ne nécessite pas d'argent, c'est-à-dire où il est tout seul. Et tout est parfaitement pensé du début à la fin pour que ça marche dans ce contexte-là, encore une fois. Donc forcément, il faut garder en tête que c'est vraiment un tout petit film, mais moi, ça décuple mon amour et mon respect pour le truc, en fait. Alors, je voulais dire, c'est vrai que donc je voulais prendre un fun footage forcément. Alors au début, j'avais pensé à un autre film qui s'appelle Delivery The Beast Within de 2013, qui est un film que j'adore et là pour le coup qui est aussi complètement méconnu et inédit en France, qui est jamais sorti en France, réalisé par Brian Netto. Et sauf que le film est tellement introuvable que je l'ai pas retrouvé pour le revoir et toi tu l'as pas retrouvé pour le voir, Non. même illégalement on va le dire. Et du coup bah on s'est dit bah vas-y on va prendre, je vais choisir autre chose. Mais j'espère que celui-là aussi ça va être un film qu'on pourra sortir sur Shadows à un moment. J'avais déjà mené un peu mon enquête, je vais essayer de continuer, mais qui voilà que je recommande aussi. Puis je trouve que Living DC, pour revenir à ce que tu disais sur le budget très modeste du film, sur le côté homemade quoi du film, Ouais, le clairement. côté do it yourself en fait. Moi je Ouais. trouve que c'est un film qui a le charme du côté do it yourself. Je fais le truc par moi-même, comme il le dit dans l'interview. Au début je pensais pas en faire un film qui serait diffusé dans le monde. Je reçois des messages de gens dans le monde qui l'ont vu Ouais. et ça me fait plaisir. Mais comme il le dit, et là on rejoint d'ailleurs le personnage de Mark à l'intérieur du film. Ouais. Il l'a d'abord fait pour lui-même. Et c'est ça qui est, et c'est le charme d'un film qui est, je m'approprie les armes du cinéma pour en faire un objet qui sera pas forcément une œuvre culturelle à partager avec le monde, mais qui sera d'abord un outil artisanal. Il y a presque un côté art brut en fait. Et Mm. ça a ce charme-là, le charme du do it yourself. Et ça Oui, lui a oui, permis, lui, de travailler aussi, à mon avis, sur lui-même, son propre environnement bien dans sûr. sa maison. D'un côté thérapeutique aussi, je pense, hein. Voilà, on est devant une expérimentation de cinéma comme les gens qui font des films sur 20 ans en se filmant avec leurs images d'archives de quand ils étaient enfants, où il y a à la fois des acteurs amateurs, mais aussi leurs parents sont joués par leurs parents. Je sais pas, ce genre Non, de non, je vois ce que tu travail. veux dire. Et puis, c'est vrai qu'il y en a certains comme ça sur Shadows où je suis particulièrement content d'avoir pu apporter. Et notamment, alors je suis pas tout seul à faire la prog, hein, mais ce qui est cool, c'est que comme on est une équipe de passionnés, voilà, chacun a ses sensibilités. Et moi, je sais que par exemple sur Shadows, j'ai apporté beaucoup de fun footage parce que c'est un sous-genre que j'adore. Et justement, elle a essayé de dénicher des trucs pas connus et qui vaillent le coup, qui vaillent vraiment le coup d'œil, quoi. Et d'ailleurs, je crois que d'ici la fin de l'année, on sort The McPherson Tape, qui est un fun footage avec des aliens et qui est sorti avant le projet Blair Witch, un an avant, mais qui n'a pas du tout eu la retentissance de son compère. Mais voilà, donc c'est un sous-genre qui n'a pas toujours été là, mais qui a traversé quand même les âges, toujours avec des films intéressants, qui a eu une explosion voilà, dans les années 2000-2010 avec Paranormal Activity. Mais voilà, il y a un bouquin qui a été écrit sur le sujet qui est très chouette, hein, un auteur français qui parle du fun footage. Le livre dont tu parles, c'est Terreur du voir de Stephen Becks, Ah, ça doit être ça, ouais, je pense. chez Rouge Profond. Oui, c'est ça. Ah, je l'ai pas lu en entier, mais je l'avais parcouru un petit peu, ça avait l'air assez intéressant. Donc voilà, non, c'est un sous-genre qui me passionne. How far do you think it is to the falls? Thought it was 20 minutes. Looks further. You know there was a massacre at the falls. The local Koreans were all killed up there. Driven over the edge of the falls at gunpoint. By who? Settlers, they wanted them off their farms. There aren't any farms near here. Looks like there's some cleared land above the falls. Gangalee means weeping. The weeping water. I don't like it here. On va terminer avec un film australien, Killing Ground, réalisé par Damien Power et sorti en 2016. Alors là, pareil, je vais te demander d'essayer de faire un pitch de Killing Ground. Oh, c'est pas très compliqué, hein, je pense. Non, l'histoire du film est très simple, ça structure les mois en revanche, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais du coup, pour pitcher, on est la veille du Nouvel An et on suit un couple d'une trentaine d'années qui décide de partir camper dans la campagne australienne sur une plage isolée
pour fêter le nouvel an, voilà, à deux, en amoureux, donc avec leur petite tante et tout. Et donc, ils prennent leur tuture, ils s'arrêtent sur un sentier, puis ils continuent à pied. Et en fait, arrivés sur la plage, ils remarquent qu'il y a une autre tente, une grande tente familiale, mais qu'il n'y a personne. Alors, ils s'inquiètent pas plus que ça au début. Et puis, en fait, le temps en passant, personne ne revient. Et ils finissent même par tomber à un moment sur un gamin de 2 3 ans tout seul dans les bois. Et donc là, ils commencent un petit peu à flipper, à fouiller la tente et à se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose probablement de grave. Et en fait, en parallèle de ce couple, on va suivre la famille, donc sur une autre timeline, hein, donc qui se passe avant, et on va suivre la famille qui arrive aussi sur la plage et voir ce qui leur est arrivé en parallèle. Et on est comme ça sur un montage alterné de ces deux événements qui vont se lier, bien sûr, pour voilà livrer une espèce de survival ultra dark, nihiliste et violent, même si très très intelligent dans sa façon de montrer ou non la violence, je trouve, et qui moi m'évoque des films un peu comme Les Chiens de paille ou Délivrance, voilà, ce genre de choses assez brutales, une sorte de brutalité sociale et de monstruosité humaine poussée à son paroxysme qui fait vraiment froid dans le dos, avec voilà aucun second degré, aucun moment pour souffler. Et donc c'est un film qui moi m'a beaucoup marqué la première fois que je l'ai vu parce que j'en attendais rien, je regardais ça un peu par hasard et je me suis pris voilà une petite claque. On peut penser aussi un peu à Wolf Creek parce que c'est australien et parce qu'il y a une sorte de brutalité âpre un peu similaire, même si c'est un film qui est beaucoup moins graphique que Wolf Creek, qui est moins dans le sang et dans le torture porn, mais qui n'en est pas moins violent physiquement et psychologiquement, voilà, beaucoup. Toi, tu connaissais ou pas et qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Ouais. Alors, pas du tout. J'ai découvert ce film, je connaissais pas du tout Killing Ground et j'ai été très agréablement surpris par le film parce que je m'attendais effectivement à un survival horror dans le tout venant du genre. Alors, première chose que je voudrais dire sur le film, la première chose qui m'a marqué dans le film, c'est qu'après avoir vu les deux autres, et c'est pas pour manquer de respect aux équipes des deux autres films, mais là d'abord, le jeu des acteurs est quand même à un autre niveau Ouais, c'est vrai. que les deux films qu'on a vus précédemment. Bon, Josh Chris est pas un acteur professionnel, donc il fait ce qu'il peut pour incarner, pour retranscrire les émotions de son Mm. personnage Ouais, moi je trouve ici. qu'il est bon. Bon, on va pas revenir sur les lignes d'ici, mais Ça dépend des moments, mais il y a des ouais. moments où tu sens qu'il a du mal à lâcher les chevaux. Enfin, Mm. c'est compliqué pour lui de gérer le personnage. Mais et Blood Rage, bon, on est entre des performances qui sont très intéressantes et d'autres qui sont vraiment très série B, quoi, parmi les personnages. Là, je trouve déjà dans Killing Ground, il y a un très bon niveau de jeu acteur pour les deux duos, en fait, le couple de victimes et les Oui, deux parce que tueurs, en fait. effectivement, j'en ai pas parlé, mais il y a une troisième histoire un peu parallèle, c'est qu'on va suivre, c'est le duo de tueurs. Ouais. Donc tout ce petit beau monde en fait va graviter autour de cette intrigue un peu en fait une intrigue un peu puzzle où on va comprendre ce qui s'est passé au fil des scènes qui sont pas montées dans l'ordre chronologique en fait. Trois moments différents et trois groupes de personnages différents. Et je trouve que sur les trois groupes, ça fonctionne complètement le jeu. Je pense qu'il y a une rigueur de la part du réalisateur Damien Power, une rigueur pour diriger ses acteurs. Il sait Mm. qu'il va leur demander des choses qui sont extrêmes, hein. C'est aussi des performances d'acteurs hein, de jouer dans ces films-là parce que il va falloir à un moment mettre de côté sa pudeur. Il faut pas avoir peur d'aller quand même dans une certaine forme de Sûr. violence physique, psychologique. Et Particulièrement l'actrice Harriet d'ailleurs qui joue la femme du couple, voilà. la jeune femme, elle est particulièrement touchante et intense, je trouve. Ouais, et voilà, donc tu sens il y a une vraie rigueur de la part du réalisateur qui leur demande, comme tu dis, c'est pas un film qui va faire preuve de second degré, qui va regarder les choses avec un côté ricanant, un côté cynique. Donc il sait qu'il y a un moment quand faut y aller dans ce genre de traitement, voilà, faut éviter de trop réfléchir, à mon avis, y aller de manière très viscérale, de manière très Mm. instinctive. Et je trouve que ça se ressent à l'écran et je trouve qu'ils sont tous très crédibles. Bon, il y a ce côté, de toute façon, très raw, il y a ce côté très brut dans la photographie, dans la manière de tourner. Je pense qu'il y a pas mal de caméras à l'épaule. On suit les personnages qui crapahutent sur des sentiers. On les a en voiture. On est vraiment en caméra embarquée avec ces personnages. Finalement, une forme brute qui est pas si loin de celle du found footage. Finalement, on est dans un cinéma qui est pas forcément un cinéma très léché, quoi, dans sa facture, très bien pensé dans son découpage, comme tu dis, dans sa structure, mais qui a une apparence très rugueuse. Et moi, ça c'est le cinéma que je préfère en fait. C'est vraiment Ouais. ce côté poisseux, la sueur, le sable. Tu sens que le film est pas propre parce que ce qu'il filme, c'est pas propre. Et tu vois, parmi mes films préférés de tous les temps, voilà, j'aime bien citer Massacre à la tronçonneuse et Devil's Reject de Rob Zombie. Donc là, on est dans la quintessence un peu de ce cinéma-là, très très suintant en fait et très très sec.
Ça, c'est une esthétique, moi, qui me parle et qui me marque beaucoup, même si je peux adorer des films à l'esthétique très différente, mais plus que, on va dire, un spectre qui va être plus dans le. Je sais pas, j'ai des cinéastes qui me viennent en tête comme Gaspar Noé, Nicolas Winding Refn, ce genre de choses où c'est très, très esthétique, très, très néoneux, très, Ouais. très volatile. Et d'ailleurs, c'est des films aussi de ces deux cinéastes, c'est des films que j'adore. Voilà, moi, c'est vrai que dans ce cinéma-là, tu sais, t'en sors et t'as l'impression que t'as les mains pleines de terre et que tu as sué et que tu as envie de prendre une douche, et par la texture de l'image et parce que le film t'a mis dans la tête, ce que le film t'a infligé. C'est ce cinéma-là, c'est un cinéma qui me parle énormément, que j'apprécie énormément. Ben, il y a un côté pas d'échappatoire en fait. Ouais, C'est-à-dire que quand tu appliques un traitement par-dessus avec des néons, avec une esthétique qui va rendre des effets de mise en scène, d'une certaine façon, ça va créer un décalage qui peut permettre à ton cerveau d'envisager une échappatoire en fait. Là, quand tu es directement aux prises avec les éléments, quand tu as vraiment ce décor qui est vraiment très présent, qui fait pas de concessions et que tu le sens à l'écran, comme tu dis, tu sens la terre, tu sens les corps, tu sens la faiblesse des corps, tu sens la réalité matérielle du film. Je pense que du coup ton cerveau te dit je vais pas pouvoir me sortir de ce cauchemar, je vais pas pouvoir m'en sortir du point de vue matériel, du point de vue physique. Donc du coup je vais avoir d'autant plus de mal à m'en sortir psychologiquement si tu veux. Alors qu'un exact. film qui a une Le forme film, plus travaillée ouais. te permettra peut-être de partir dans quelque chose de plus onirique qui te permet Ouais, ouais, de mettre les choses c'est à un film distance. c'est un genre de cinéma qui fait pas d'abstraction Voilà. visuelle ou artistique, où vraiment t'es dans la dure réalité de A à Z, et c'est pour ça qu'on peut tout à fait le relier à des films comme Délivrance ou Chien de paille. Et moi, j'ai l'impression, alors c'est un film de 2016, mais j'ai l'impression que c'est typiquement un film qui aurait pu sortir justement dans ces années un peu 2005-2006, où il y a toute cette vague, La colline des yeux, Devil's Reject, Wolf Creek, Eden Lake. ouais, voilà, Eden Lake, tous ces Mm. films-là de survival bien méchants, bien vénères, arides, âpres. Du coup, t'as l'impression que du coup, le film a 10 ans de retard, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on revient un peu à ce cinéma-là. C'est très saisissant. Et pour revenir un peu sur l'intrigue, pour faire un peu aussi monter la sauce, aller un peu plus loin. Mais donc, à l'arrivée, bien sûr que les deux tueurs ont fait du mal à cette famille, cette première famille, et vont revenir sur les lieux et tomber sur le couple. Et voilà, et à partir de là, ça va être un jeu un peu de parano et de faux semblants, puis de chat et la souris. Et en fait, le film est assez éclaté de par ces trois intrigues superposées. Et après, quand ça se réunit à la fin, il y a aussi, voilà, le couple est séparé, il y a deux tueurs, donc il y a différents endroits où ils sont, il se passe différentes choses au même moment. Et ce que je veux dire, c'est que là où, par exemple, Blood Rage, complètement différent, mais on était sur un découpage très hasardeux, là, on est sur un film qui est chirurgicalement découpé, c'est-à-dire que tu n'es jamais perdu, tu comprends toujours avec qui t'es, Mm. où t'es, pourquoi, à quel moment. Et pour un film qui est construit comme ça, c'est assez prodigieux, l'air de rien, je trouve, parce que sous ces airs d'histoire très basiques, il est prenant parce que justement, il est intense dans l'émotion, il est bien écrit, mais aussi parce qu'il est construit de façon inhabituelle. Alors, c'est pas le premier film à faire ça, bien sûr, mais il est construit de façon assez originale et inhabituelle. Et puis, il y a ces personnages qui sont tous assez bien écrits. Et puis, encore une fois, la fin me laisse sur une note tellement amère et tellement entre deux que le film marque, en fait. Et moi, on va pas spoiler, mais voilà, ce regard final d'un certain personnage sur une. Du coup, c'est difficile à dire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une ambiguïté dans la fin et une tristesse qui est pas commune parce que c'est un happy end, mais pas vraiment. Ouais. Et parce que justement, il y a un des personnages qui est censé être assez bon, qui à l'arrivée est quand même très lâche. Et donc ça ramène le film dans une réalité aussi où tu te dis, purée, mais dans la vraie vie, en fait, il y a plus de chances que ça se passe comme ça, que les personnages restent comme ça, que souvent dans ce genre de film, on peut avoir une espèce d'élan d'héroïsme ou d'élan vengeur, de courage, où on va sauver sa Dulcinée ou son conjoint, ou la personne qu'on aime, je veux dire. Et là, en fait, il se passe pas ça. Alors, je vais pas développer pour pas spoiler, mais du coup, c'est assez complexe et intelligent dans l'écriture des persos et dans leurs réactions, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ça prouve justement la subtilité de la direction d'acteur pour créer cette ambiguïté dans ce regard et de se dire qu'on est justement sur des émotions qui sont très troubles, où se mélangent plein de choses. Ça prouve justement la subtilité que le réalisateur a réussi à faire passer par le jeu des acteurs, parce que donc le principe du survival, c'est aussi que c'est des films qui partent de postulats scénaristiques assez simples, assez clairs, qui se débarrassent souvent de trop d'éléments scénaristiques qui vont troubler le jeu, même si là il y a une complexité qui est apportée par la structure dans le montage du film. Grosso modo,
on sait qu'on va vers une certaine fatalité, une certaine violence inexorable du film. Donc c'est des films souvent qui tiennent à pas grand-chose, en tout cas sur le papier, et qui doivent être rendus très forts par leur exécution et par quelques éléments du film qui doivent être très percutants en fait, hein. Et là pour le coup ça passe, comme je disais, par le jeu des acteurs et par le décor. Et comme tu dis, le décor est très bien géré, c'est-à-dire que dans ces films-là, c'est pas comme tu dis dans Blood Rage, on a l'impression que le mec s'est presque téléporté et on Ouais. comprend pas forcément. Alors ça dure toute une nuit, on se dit, mais elle en finit pas cette nuit, il se passe Hmm. plein de choses. Là, tu te dis, ok, là à tel moment il est à tel endroit, s'il doit revenir à la voiture, il va falloir qu'il marche pendant 20 minutes, ça nous a Hmm. été indiqué. C'est ça aussi qui rend le film cauchemardesque, c'est C'est que crédible. tu sais matériellement où t'en es, tu sais qu'il y a cette nature qui peut être hostile, il y a cette chaleur qui tape dans le film, tu sais qu'ils ont pas énormément de ressources avec eux, elle a un couteau suisse, voilà. Et ce qui est très intéressant en fait dans le montage du film, c'est que comme je dis souvent ces films-là, ça va vers une certaine forme de fatalité, enfin ça te fait craindre à une certaine fatalité, même si là dans le film, qui est effectivement la fin est assez sombre, elle est pas totalement nihiliste, pas totalement destructrice. C'est un pseudo happy end amer, en fait. Voilà, Et c'est ça, ça. ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant dans le montage du film, c'est que c'est pas la construction d'une fatalité, c'est la construction d'une double fatalité. C'est ça qui est atroce dans le film, c'est-à-dire que tu vois le danger que vit un couple et tu vois l'horreur qu'a vécu un autre. Et donc, Voilà, exact. finalement, on double les doses et les deux histoires se répondent l'une Et l'autre. donc, fatalement, t'en viens à craindre énormément pour ce couple parce que t'as vu ce qui est Exactement. arrivé aux personnes avant eux. Et d'ailleurs, dans la représentation de la violence du film, moi, il y a une scène qui m'a énormément marqué, c'est que il y a un plan vraiment où tu vois les conséquences de ce qu'a vécu la famille, mais tu ne vois pas, ça n'a pas été filmé. C'est-à-dire Oui, que c'est, je vois ce que tu veux dire. tu arrives après l'horreur, cette première famille se fait capturer par ces deux mecs, et donc tu vois les conséquences de ce qu'ils ont dû vivre dans la dernière heure, quoi, et ce qui s'est passé. Et du coup, tu imagines en fait. Et ça, moi, ça m'a rempli de terreur parce que, alors, s'il l'avait montré, ça aurait été horrible et traumatisant, mais pas de la même façon. On aurait pu passer du côté peut-être un peu plus exploitation vicieuse ou condescendante, pas forcément, mais voilà, il y aurait eu ce risque en tout cas. Mm. Là, il décide de pas filmer cette scène vraiment qui est une scène très très importante, mais de montrer les conséquences et donc de te faire imaginer la scène. Et c'est terrifiant parce que les conséquences sont atroces en fait. Voilà. Exactement, ouais. On commence sur un plan large. On revient dans cette temporalité par ce plan qui est assez saisissant. Je suis d'accord avec toi. Et voilà, la résonance de chaque histoire dans ce montage alterné Puis ouais. qui résonne l'une dans l'autre. Et Et puis un surtout, cauchemar humain en fait. Parce que moi, c'est ça les films qui me terrifient le plus, qui me marquent le plus, c'est de voir ce que l'homme est capable de faire à l'homme. C'est ça qui est profondément terrifiant pour moi, plus que le fantastique, même si je peux avoir très peur devant des récits fantastiques, bien sûr, et que j'adore ça. Mm. Mais les films souvent qui me traumatisent le plus, c'est la cruauté humaine absolue en fait, qu'il n'y a pas, il y a pas de monstres. En fait, les monstres, c'est les humains, quoi. En fait, comme dans la vraie vie, quoi. d'ailleurs, ça nous ramène, le film est australien, mais ça nous ramènerait davantage du côté du film de redneck américain. Ouais, ouais, il y a ce D'ailleurs, côté-là, ouais. ce décor pourrait te faire penser, moi, il y a des moments où j'ai oublié qu'on était en Australie. Oui, parce Euh, qu'il n'y a pas ce côté Wolf Creek où c'est le désert, où c'est un décor voilà, très, très exactement. australien. Ça pourrait être aux États-Unis, effectivement. C'est vallonné, c'est boisé, c'est moins désertique, mais en même temps tu sens la chaleur qui tape alors qu'on est au Nouvel En An, hein, hiver. donc Oui, bah, en Australie, au Nouvel An, voilà. c'est l'été, quoi. Ouais. Donc c'est ça qui t'indique finalement qu'on n'est pas sur le Oui, continent américain, mais ça ressemble effectivement. presque à un film de redneck, et ces deux personnages pourraient presque ressembler à deux rednecks américains Bien sûr. complètement dégénérés, qui ont un rapport à la violence complètement désinhibé, qui ont un rapport aux femmes aussi terrible, on le comprend dès le Bien début sûr. du film, enfin c'est... Et le film a l'intelligence de les montrer aussi comme des mecs normaux. Enfin, c'est pas des psychopathes sanguinaires non-stop, tu vois. En fait, tu les vois tous les deux, tu les vois parler. C'est des Alors, losers aussi, hein. c'est des losers, voilà, mais c'est des mecs paumés normaux, en fait. Alors, ils sont monstrueux, ils sont crédibles, en fait. Ce que je veux Ouais. dire, c'est que c'est pas des psychopathes calculateurs ou c'est pas des mecs qui sont complètement asociaux, isolés, machin. Voilà, ils vont dans des bars, ils font des trucs. Ils sont dans une classe sociale très appauvrie aussi. Tu situes assez bien, en fait, le type de personnage et le film a l'intelligence, voilà, de pas en faire, en fait, des monstres complètement fous du bulbe qui sont là en soif de sang. Et ça rend d'autant plus crédible et horrible leurs actions. Mais puis la force du film aussi, c'est qu'il réussit quand même à garder quelque chose d'émotionnel très fort. Il y a des instants de pureté dans le film. C'est pas complètement
complètement un exercice complètement nihiliste et complètement dégradant sur la nature humaine. C'est-à-dire que le personnage de Samantha, jusqu'à la fin, ça paraît être quelqu'un de très joyeux au début du film, de très doux, où on se dit, ah, ça se trouve, ça va peut-être devenir un personnage même agaçant, peut-être presque un peu trop naïve. Et Voilà. voilà, alors qu'elle est quand même combative, elle a la tête sur les épaules, elle est sérieuse et Ton point d'ancrage très vite au bout d'un moment, en fait. exactement. Ouais. Ton compas moral, c'est elle. Et Ouais. à la fin, elle garde quand même cette pureté, malgré l'horreur qui lui est arrivée, elle garde une certaine forme de pureté en elle, quoi. Donc elle est pas totalement dégradée par cette histoire. Et il y a aussi autre chose qui apporte cette pureté dans le film et qui est, je trouve, bouleversant quand ça apparaît à l'image, c'est le gamin. Ouais, C'est-à-dire que le gamin, ouais. quand il y a le corps de l'enfant par terre, quand il le trouve, là, d'un coup, tu te dis, ah putain, mais il y a un enfant dans cette histoire. Et là, ça a une force, cette image. Forcément, quand je me souviendrai de ce film, je me dirais, oui, c'est le film avec... T'as dit qu'il y a 2-3 ans, il a pas 2-3 ans. Hein. Il, à mon avis, il a 1 an. Un Ok. an. Il est vraiment tout petit. Au début, quand on le voit avec sa mère, elle le porte encore toujours près d'elle, contre elle. Et c'est vraiment un bébé. C'est sidérant de voir cet enfant. C'est là, forcément, la fragilité. Déjà, quand c'est des personnages humains adultes, quand ce sont des femmes, souvent les personnages principaux, les protagonistes sont des femmes parce que ça fonctionne d'autant mieux la vulnérabilité d'une femme face à des prédateurs masculins. Et là, on a à la fois donc des femmes, on a une adolescente et on a ce bébé. Là, forcément, ça porte l'émotion du film tout au long je dirais dans la deuxième moitié du film. Et c'est Les voilà, hommes sont assez en retrait finalement, à part les deux méchants. Les hommes dans les couples, dans les familles sont assez en retrait dans le film. C'est intéressant comme. Ouais, ouais. Il y a une lâcheté, il y a une vraie lâcheté qui est montrée. Et je trouve parfois, hélas, l'écueil de certains survival, de certains films qu'on peut voir en festival. Je trouve qu'il y a un moment, on est dans un tel degré d'ignominie que d'une certaine façon, ton esprit arrive peut-être presque à passer au-delà, à relativiser et à lâcher complètement prise avec le film parce qu'il y a plus grand-chose qui te raccroche à quelque chose d'humain. Et dans ce film-là, je trouve que on le perd pas jusqu'à la fin du film, tu vois, jusque dans l'enjeu à la fin du film. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que c'est un premier long, Damien Ouais. Power. Donc il a fait plusieurs courts-métrages avant, mais c'est un premier long, donc c'est très très maîtrisé. Et il a fait un second film en 2022 que je trouve très chouette, un petit peu en dessous, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle No Exit, qui est sorti sur la plateforme Hulu. Donc il doit être Ouais. sur Disney+ en France, à mon avis. Et c'est aussi un survival, mais avec plus de personnages. Mais voilà, c'est un lieu unique, c'est une station-service, il y a une tempête dehors, une adolescente qui va découvrir qu'il y a une des voitures dehors qui a un corps dans le coffre et donc ça veut dire que les tueurs ou les kidnappeurs sont forcément dans la station-service car Ouais. tout le monde est dedans parce qu'il y a une tempête et donc ça va être de découvrir qui a fait ça. Voilà, pareil, c'est très bien construit, c'est très bien écrit, c'est bien joué. Donc Damien Power, c'est un mec vraiment à suivre. Je sais qu'il a plusieurs projets en cours, dont une adaptation en long d'un de ses courts-métrages. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Et puis globalement, ouais, moi ça m'amusait de prendre 3 sous-genres assez importants pour moi, donc et 3 époques aussi différentes un petit peu, donc le slasher, le found footage et le survival, et puis 3 styles très différents. C'est-à-dire que on a un peu un spectre du cinéma de genre qui est intéressant avec ces 3 films, c'est que il y a la série B, le cinéma d'exploitation avec Blood Rage. Il y a le do it yourself hyper inventif, found footage avec Living DC, et le film, alors toujours petit budget, hein, mais voilà, pas grosse production non plus, mais un peu plus produit, un peu plus carré dans ce qu'il va entreprendre, et vraiment coup de poing, et vraiment premier degré, et qui te fout une clacasse comme je les aime. Donc voilà, c'était chouette de parler de ces 3 films. Oh, fuck, I wish German was here. The look on your face. You gonna shoot me now too? Nah. You can watch me fuck your girlfriend first. Get up.